Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio, à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Et on ouvre le débat aujourd'hui sur le mariage des mineurs. Depuis la Moudawana de 2004, fixant la capacité matrimoniale à 18 ans au lieu de 15, eh bien certains avaient espoir que le mariage des mineurs ne soit plus aussi répandu dans notre pays. La réalité est bien sûr tout autre, en cause notamment l'article 20 du Code qui vient apporter une exception à cette capacité matrimoniale obligatoire en disposant que le juge de famille peut autoriser le mariage d'un mineur sous certaines conditions, si bien que la situation aujourd'hui est plus ou moins assez étrange. Sur 20 000 demandes de mariage de mineurs, 13 000 sont acceptées, parfois dans des limites de temps records. Aujourd'hui, les pouvoirs publics disent vouloir lutter contre ce phénomène, soit, mais alors, que faut-il mettre en place pour parvenir à cette fin? Nous en débattons avec nos invités. Dans le tour de table, Mohamed Talal Lahlou, vous êtes professeur vacataire à l'université, vous êtes lauréat de l'ESCP Europe et docteur en sciences économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue Mohamed Talal Lahlou. C'est moi qui vous remercie. Également dans le tour de table, Nouza Srali, ancienne ministre chargée du développement social, de la famille et de la solidarité. Vous êtes ancienne députée à la Chambre des représentants et ancienne élue municipale à Casablanca. Vous êtes également fondatrice et représentante du think tank Awal qui travaille sur la problématique justement du mariage des filles. Nouza Srali, bienvenue, merci d'être parmi nous. Merci. Merci à vous. Dans le tour de table également, Khadija Lamrani, avocate en droit de la famille. Vous êtes fondatrice et représentante de We Lady, une association qui milite pour la garde et la protection des enfants. Khadija Lamrani, bonjour, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Enfin, Chakib Gessous, sociologue, anthropologue. Vous êtes auteur de Mariage précoce de l'Antiquité à nos jours, anthropologie marocaine et enjeux universels. C'est aux éditions La Croisée des Chemins. Vous êtes également médecin radiologue. Chakib Gessous, bienvenue et merci d'être parmi nous pour ce débat. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve bien sûr juste après pour vos commentaires. Nous ouvrons le débat sur le mariage des mineurs au Maroc. Une réalité qui ne change pas, car le débat ne se situe pas tant sur le terrain des lois, il est bien plus que cela, un débat de mentalité. Car bien que le temps de la législation soit long et lent, le temps des traditions et des mentalités incrustées l'est encore plus. Cela fait plus de 18 ans maintenant que le mariage des mineurs est interdit par la loi. Une législation fruit d'un combat de longue haleine mené de front par les acteurs de la société civile notamment. Mais s'il est acquis pour certains que les lois soient faites pour être contournées, la loi interdisant le mariage des mineurs en est la parfaite illustration, car celle-ci supporte l'exception, à savoir les dérogations. Ainsi, et en 2020, par exemple, quelques 13 000 dérogations ont été prononcées pour autoriser le mariage des mineurs en dessous de 18 ans. C'est le libre arbitre du juge de la famille, généralement sollicité par le tuteur légal des jeunes filles à marier, généralement le père. Le mariage des mineurs touche bien plus les filles que les garçons et se répand bien plus dans le milieu rural qu'en milieu urbain. Il sera par ailleurs bien plus constaté dans des milieux défavorisés qu'il ne le sera dans des milieux aisés. En tout état de cause, le mariage des mineurs reste un phénomène social à combattre tant il se répercute d'une manière néfaste sur le bien-être social, physique et psychologique d'un grand nombre d'enfants qui se trouvent ainsi arrachés à ce qui devrait être la condition d'un enfant pour être introduit dans un environnement adulte dont ils détiennent à peine les codes et le mode de fonctionnement. Pourquoi le Maroc n'arrive toujours pas à éradiquer le phénomène du mariage des mineurs? Que faut-il changer à la loi? Comment enfin agir sur les mentalités? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Chakib Gessous, je rappelle que vous êtes sociologue. Première réaction à l'éditorial. Je pense que l'éditorial est bien fait. Il insiste sur au moins 2 points qui me paraissent importants. D'abord que la problématique ne se pose pas au niveau du terrain des lois, mais beaucoup plus au niveau des mentalités. C'est les mentalités qui doivent changer, à mon sens, pour pouvoir réduire le nombre de mariages précoces. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est le caractère néfaste de ces mariages de fillettes, de mariages précoces. L'édito insiste sur le fait qu'il y ait beaucoup plus de filles que de garçons. C'est vrai que
il n'y a pratiquement pas de garçons, mais c'est essentiellement des filles. Nous sommes à 99% de fillettes qui sont mariées et mineures, et ce mariage est néfaste sur leur santé, néfaste sur leur développement psycho-affectif, néfaste également sur leur développement social, puisqu'il y a un arrêt de la scolarité. Nous pourrions peut-être parler de tout cela tout à l'heure. Khadija Lamalani, avocate en droit de la famille. Alors, pour moi, il s'agit d'un abus de patriarcat. C'est comme ça que je perçois le mariage des mineurs. Pour moi, c'est des mariages d'enfants. Parce que je ne conçois pas qu'un enfant, en tant qu'avocate, pour moi, la validité d'un contrat, pour qu'il ne soit pas vicié, pour que le consentement ne soit pas vicié, il faut impérativement qu'il n'y ait pas d'enfant, en fait, qu'il y ait la capacité à la signature du contrat. Et là, pour moi, en tant qu'avocate, en tant que professeur aussi universitaire, j'estime qu'il y a un grand problème légal dans cette question. Cela veut dire que, je m'explique, avant 18 ans, sur le plan légal civiliste, il est strictement interdit qu'un enfant signe un contrat. Donc si on perçoit le mariage comme un contrat, et c'est le cas, parce que très souvent on me dit c'est un acte. C'est pas un acte. Le mariage n'est pas un acte. Le mariage est un contrat. C'est le qaboul wa rida. C'est l'offre et l'acceptation. Donc pour moi, sur le plan civiliste, en tant qu'avocate, que professeur, j'estime qu'il y a un grand problème de loi légale. Il y a une violation à la loi. Parce que les règles qu'on connaît du mariage, c'est le consentement, qui ne doit pas être vicié, la capacité, l'objet et la cause. L'objet et la cause sont respectés très souvent. Dans le cas en présence, il y a un grand problème, c'est qu'il n'y a pas la capacité. Et quand il n'y a pas la capacité, il y a un vice de consentement. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là, justement. Nous installe ici, ancien ministre chargé justement du développement social, de la famille et de la solidarité. Votre commentaire? Eh bien, je considère également que l'éditorial est très bon. Effectivement, il s'agit d'une atteinte aux droits humains des fillettes qui ont des droits humains. Et il s'agit d'un crime, je peux réellement le qualifier d'un crime contre la vie de cette petite fille qui n'est pas encore adulte et dans laquelle on hypothèque, disons, tout son avenir et on la prive du droit de pouvoir choisir sa vie, de choisir la vie qu'elle veut. Et bien heureusement, il y a une grande unanimité de plusieurs voix qui ont beaucoup de poids dans ce pays, qui sont exprimées sur la question, aussi bien au niveau de Sa Majesté le Roi, qu'au niveau du Conseil national des droits de l'homme, qu'au niveau du Conseil économique et social, de l'Observatoire des droits de l'enfant, présidé par la princesse Leila Meriem, aussi bien qu'au niveau de la société civile. Disons, il y a un grand bruit, si on veut, qui est fait autour de cette question. Il semble y avoir une volonté unanime de mettre fin à ce crime contre les enfants et qui handicape non seulement la vie de ces petites filles, mais qui handicape aussi le développement du pays. Et pour moi, la mentalité ne peut être changée qu'à travers la loi. On a une loi, par exemple, dans le code pénal, qui criminalise l'article 484 du code pénal, qui punit de prison de 2 à 5 ans l'attentat à la pudeur sur des mineurs, même sans violence. Je considère que si on appliquait cet article de loi, eh bien on considérait comme un crime qui serait puni par la loi le fait de se marier avec une mineure. Et pour moi, il n'y a pas d'interdiction de mariage des mineurs s'il n'y a pas une loi qui sanctionne. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'interdiction. Jusqu'à présent, quelqu'un peut aller se marier avec une fille de 14 ans, ou de 15 ans, ou de 16 ans, avec la Fatiha. Et si jamais vous dites qu'il faut criminaliser le mariage avec la Fatiha, on vous dit attention, c'est divin, c'est sacré, etc. Je crois qu'il est temps un petit peu de casser tous ces tabous et de dire ce qui est la religion, c'est la religion, mais ce qui est la loi qui régit entre les personnes, il faut qu'il y ait beaucoup de rigueur et protéger ces fillettes d'un crime contre leur enfance et contre leur vie. Mohamed Al-Lahlou, professeur universitaire. Oui, alors moi ce que je ferais, c'est que je questionnerais d'abord le bien fondé de la question elle-même, d'un point de vue logique et épistémologique. Quand on dit le mariage des mineurs, ça sous-entend implicitement qu'on les oblige à se marier, de un. Vu qu'on est un État musulman et que donc on suit l'école malikite, dans toutes les écoles de jurisprudence islamique, il est interdit d'obliger une personne, qu'elle soit femme ou homme, à se marier.
Donc on peut d'ores et déjà balayer d'un revers de la main tout ce qui est mariage contraint. Ça, c'est de un. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne devrait pas parler de mariage des mineurs. On devrait parler de mineurs qui veulent se marier, et on questionne aussi le mot mineur. Est-ce que, à partir de quel âge on est apte à se marier, et pourquoi on va les appeler mineurs? En islam, la personne devient adulte à partir de la puberté, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ses actes. Si elle commet un crime, elle doit répondre de ses actes. Si elle commet un vol, si elle commet quelque action que ce soit, elle est responsable ici-bas et dans l'au-delà. Donc à partir du moment où une personne est pubère, elle est responsable de ses actes. Donc le mot mineur me dérange un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est un statut qui a été posé par certaines réglementations internationales. Or, quand on prend les États-Unis par exemple, on peut se marier à partir de 12-13 ans. En Espagne, on peut se marier à partir de 14 ans. Au Danemark, on peut se marier à partir de 15 ans. Sommes-nous plus culturellement avancés, sociologiquement et économiquement plus développés que ces pays? Après, ça questionne la question du développement. Est-ce que le fait que le mariage des mineurs, on dit que ça handicape le développement du pays, le développement est-il seulement matériel? Quel développement est-il entravé par ce mariage des mineurs? Est-ce qu'on a un problème? Moi, je poserai une question à toutes les personnes qui m'ont précédé, bien entendu. Est-ce qu'elles n'ont pas de problème à ce que ces mineurs, qu'ils appellent mineurs, que moi j'appelle personnes adultes, parce que, comme l'a dit Aïcha, tous les savants des écoles de jurisprudence sont d'accord qu'à partir du moment où on est pubère, on est adulte. Donc le mot mineur n'est pas un mot qui est compatible avec notre législation, notre tradition. Nous avons quand même signé des conventions internationales. Qu'est-ce qui prime? Le Coran ou les conventions internationales? Il faut voir ce que prévoit la Constitution. Sommes-nous régis par la loi ou sommes-nous régis par le rythme malékite? Non, mais il faut voir. On est régi d'abord par les conventions internationales. On est un État musulman, les filles Emirat al-Mu'minin, et tous les jugements du tribunal sont rendus au nom du roi du pays. Donc il faudra un moment me clarifier, est-ce qu'on est à gauche ou on est à droite? Donc si on veut faire primer les institutions internationales sur le Coran, là on questionne notre islamité, tout simplement. Donc à partir du moment où on peut le faire aux États-Unis, on peut le faire au Canada, on peut le faire au Danemark, on peut le faire dans un certain nombre de pays avant 18 ans. En Algérie, c'est après 18 ans. On n'a pas le droit de se marier à 18 ans. On doit avoir 18 ans révolus, donc 19 ans le fort. De même, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus c'est quel autre pays. Donc, au nom de quoi, on va dire, la fille qui a 17 ans et 9 mois ne peut pas se marier, elle est encore mineure, elle est encore enfant, elle est encore fillette, et celle qui a 18 ans et 1 mois, elle est complètement mature, elle est pubère, elle peut se marier. Alors, peut-être des éléments de réponse, nous Astrali, ancienne ministre. Oui, parmi les éléments de réponse, moi, ce que je voudrais dire, c'est quand même très, très grave de dire qu'une fille de 9 ans peut se marier. Nous avons fait dans le cadre d'AOL un travail dans lequel le professeur Guessou s'était d'ailleurs également associé, sur la question du mariage des mineurs. Et nous avons chargé pour faire cette étude une dame qui est une grande sommité, si on veut, professeur Faïda Benani, qui est professeure de droit musulman et qui est qui est aussi militante et féminine, et qui nous dit qui a fait appel justement au concept, en disant dans le concept en islam, il n'y avait pas les mineurs. Effectivement, il y avait les enfants, les fillettes. Mais il n'y a pas de position, entre guillemets, de l'islam. Il y a une position de fiqh. Il n'y a même pas unanimité entre les savants religieux. Il y a des divergences. Et là où il y a des divergences, il y a matière à faire également notre jurisprudence à nous, qui correspond aux valeurs actuelles. Moi, il y a une question qui m'a interpellée, c'est le fait de dire « Ah ben oui, en France, ils se marient à 14 ans, en Espagne à 15 ans, 16 ans. » Il y a une grande différence entre des pays dans lesquels il y a une liberté sexuelle et dans lesquels la fille peut, parce que je peux très bien concevoir qu'une fille de 15 ans, dans le cadre de la liberté sexuelle, qu'elle puisse avoir un partenaire et qu'elle puisse dire, c'est pas que je ne défends pas cette position, mais je dis, dans ce cadre-là, on peut imaginer que la fille aura fait son choix à cet âge-là. Mais il ne s'agit pas ici d'un mariage qui a été choisi par la fille, c'est un mariage qui est subi. Au plan international, on le considère comme un mariage forcé. Comme un mariage forcé parce que, est-ce que la fille de moins de 18 ans a le discernement qui lui permet effectivement de faire son choix, en connaissant son choix éclairé? Est-ce qu'on va dire qu'une fille de 9 ans, ou de 10 ans, ou de 11 ans, qui a ses règles, est-ce qu'elle a l'esprit de pouvoir effectivement choisir quel sera son avenir? Bien évidemment, non.
Et aujourd'hui, je crois que le fait de parler de ce mariage des fillettes comme une chose qui est, en disant, la fille, elle se fait marier par son père. Elle n'est pas mariée elle-même, elle ne fait pas son choix. Est-ce qu'on la considère comme une marchandise qui peut être utilisée comme une friandise? C'est très choquant, mais je le dis parce que ça existe. Des hommes, pères de famille, et qui ont des enfants, même âgés, et qui viennent se payer une petite friandise, entre guillemets, bien sûr, avec, je suis choquée autant que vous, une friandise pour la fin de leur jour, et qui se prennent une petite gamine de 14 ans ou de 15 ans pour pouvoir passer un moment de plaisir. Est-ce que l'enfant fille est à ce point dévalorisé qu'on la considère comme une marchandise qui peut être livrée à un homme qui a terminé sa vie et qui veut juste se payer un moment de plaisir? Je suis complètement opposé et choqué par cette conception. Chakib Dessous, socio-anthropologue. En même temps, je vous laisse réagir à ce qui a été dit, mais en même temps, par rapport à Mohamed Al-Lahlou qui nous dit, voilà, 9 ans, nous, c'est, en islam, et en prenant pour exemple Aïcha radiallahu anha, qui disait effectivement qu'à partir de 9 ans, une fillette est censée être adulte, plus ou moins. Elle commence. Mais c'est la puberté. Ouais, voilà, pour vous, en tout cas, c'est comme ça que vous le lisez. Et si on sort de ce cadre-là, on doit interroger notre islamité à la question de savoir si le Maroc, quand on considère que 17 ans, 18 ans, c'est l'âge légal, c'est beaucoup plus par rapport à des organismes internationaux, à des conventions internationales, etc. Donc pour lui, si on veut se référer à ce cadre-là, on sort de notre islamité, il faut rester dans les hadiths et dans le Coran. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Chakib Dessous? Alors, je voudrais d'abord répondre à une question à propos des âges où il est permis de se marier dans un certain nombre de pays européens. L'Espagne, ce n'est pas 14 ans, l'Espagne, c'est 18 ans. L'Espagne a changé sa législation pour la rendre à 18 ans en 2007, après le Maroc. La France, d'ailleurs, après le Maroc. On peut se marier à 14 ans en Espagne. On peut se marier à 14 ans, parce que le juge en Espagne a la possibilité de le permettre, comme ici au Maroc. Donc nous sommes dans la même situation, que ce soit dans la majorité des pays. Dans la majorité des pays, il y a un âge en dessous duquel on ne peut pas se marier. Mais comme le Maroc, beaucoup de pays ont laissé la porte ouverte pour des cas particuliers. Donc je pense qu'il vaut mieux dire que la législation dans ces pays est de 18 ans. Mais elle permet, comme le Maroc, d'avoir des mariages antérieurs à cet âge-là. D'un autre côté, je pense que quand l'islam est arrivé, nous étions à une période de l'humanité où l'espérance de vie était très courte. Quand une femme, l'espérance de vie était aux alentours de 35 ans. Et il y avait un très grand nombre de fausses couches et un très grand nombre de mortalités infantiles et juvéniles. Si bien que pour pouvoir avoir un enfant qui arrive à l'âge adulte, il fallait 3 à 4 grossesses. Et donc, pour pouvoir avoir un homme qui avait besoin d'avoir un certain nombre d'enfants, 3 enfants, avait besoin que sa femme puisse commencer à enfanter dès qu'elle a sa puberté. Aujourd'hui, les choses ont changé et l'espérance de vie est à 80 ans aujourd'hui. 80 et quelques années pour les femmes. Donc, nous ne sommes plus dans la même situation, dans les mêmes contraintes, et puis nous avons réduit le nombre de fausses couches spontanées, et nous avons réduit considérablement la mortalité infantile et juvénile. Aujourd'hui, nous avons prouvé que la grossesse, quand elle arrivait avant l'âge de 20, 21 ou 22 ans, pouvait avoir des conséquences néfastes sur la santé des filles, notamment sur la colonne vertébrale, sur le développement ostéo-articulaire. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, le cartilage n'est pas encore totalement ossifié et il peut y avoir des déformations au niveau de la colonne vertébrale, des kyphoses, des lordoses, lorsque la fille est en train de porter un poids. Or, une grossesse, c'est 10 à 15% du poids d'un corps humain. Alors, imaginez une adolescente avec 10 à 15% de son poids qu'elle porte sur une colonne qui n'est pas encore mature et développée.
Et donc, il peut y avoir un certain nombre de difficultés au niveau de sa colonne et qui vont se retrouver à l'âge de 40 ou 50 ans. On ne pouvait pas les avoir au 7e siècle parce que l'espérance de vie était courte. Mais aujourd'hui, où les femmes arrivent jusqu'à 80 ans, nous allons avoir un certain nombre de difficultés. Deuxième problème, c'est que la grossesse, ça veut dire qu'il y a un accouchement. Or, l'accouchement va se faire. Je passe sur la multitude de complications d'hypertension durant le dernier trimestre pour arriver à l'accouchement. L'accouchement se fait, un corps qui est en train d'être évacué et de pousser sur des muscles qui ne sont pas encore matures, ce qui cause un certain nombre de difficultés ou de problèmes, en particulier les fistules vésico-vaginales et les fistules recto-vaginales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ouverture entre la vessie et le vagin, ou entre le rectum et le vagin, avec toutes les conséquences. Ce sont des chirurgies, pour réparer cela, ce sont des chirurgies lourdes et des chirurgies qui ne sont pas toujours avec succès positif. Ça veut dire qu'il faut reprendre plusieurs fois et assez souvent, nous avons plus l'accouchement se fait précocement, plus le nombre de fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales est important. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre de femmes qui n'ont plus de sexualité parce qu'il y a des urines qui arrivent dans le vagin ou il y a des matières qui arrivent dans le vagin. Je passe sur d'autres conséquences néfastes sur la santé des fillettes en conséquence de ces accouchements et de ces grossesses précoces. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous considérons qu'une fille ou une femme ne doit pas avoir de grossesse avant l'âge de 21 ou de 22 ans. Mais ça, excusez-moi, mais ça, c'est déjà un autre sujet. Là, on parle de mariage, on ne parle pas forcément de grossesse. Voilà, c'est... Oui, mais le mariage, non, ça veut dire accouchement, ça veut dire enfantement, ça veut dire... Non, parce que si on suit le raisonnement que vous êtes en train de nous proposer, qui est certainement très intéressant et sur lequel moi j'ai pas forcément un avis là-dessus, mais simplement vous dire que on va switcher d'un sujet à un autre. On risquerait, je vois bien le lien qu'il y a, qui est un lien qu'on peut dresser. Simplement à ce moment-là, l'âge du mariage doit changer aussi. Ça doit plus être 18 ans. Le législateur se serait trompé. Il faut aller vers 21, 22 ans pour assurer justement ce bénéfice santé dont vous êtes en train de parler. Et donc on va changer de sujet. Et moi, j'ai peur un petit peu de ça. C'est juste ça ma crainte. C'est pour ça que, restons sur l'âge du mariage, lorsque en islam, vous avez en face de vous Mohamed Al-Lahlou qui vous dit, écoutez, à partir du moment que voilà, elle a 9 ans, 10 ans, 11 ans, elle commence à être adulte, c'est ce que nous dit en tout cas la norme religieuse, si j'ai bien compris ce que nous dit Mohamed Al-Lahlou. La norme ne nous oblige pas, Marie, à 9, 10, 13 ans à la puberté. Non, mais vous considérez que c'est possible? On peut avoir des exceptions, parce que là, il y a un biais. Dans lequel toute la table tombe, c'est que vous avez l'impression que j'encourage cela. Ah ben vous l'encouragez pas. Ah non, je dis que ce sont des cas d'exception qui doivent rester possibles. Et on ne doit pas fermer cette porte. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous fermez cette porte, vous devez me répondre, et j'aimerais bien que chacun des membres de la table me réponde clairement sans tourner autour de la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations hors mariage? Et oui ou non? Et sinon, est-ce que vous avez un âge à fixer? Parce que si on fixe un âge, il faut me justifier pourquoi celle qui a 17... Les règles du jeu ne sont pas correctes, je suis désolée. Pardon? Les règles du jeu ne sont pas correctes, parce qu'on a un intervieweur, parce qu'on ne peut pas demander à toute la table, répondez-moi. Moi, je voudrais vous demander de me répondre sur... Non, on ne peut pas parler comme ça. On va le laisser finir. On va quand même le laisser finir. Non, j'ai un point d'ordre, s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas correct aussi de dire on parle en islam. Que dit l'islam? L'islam, je suis désolé, l'islam, il est une partie de nous tous. Il n'y a pas une boutique qui s'appelle ça, c'est l'islam, qui parle au nom de l'islam. Parce que dans l'islam, qu'est-ce qu'il y a? C'est son avis. C'est pas correct. C'est son avis. C'est non, juste même son avis. Non, on ne dit pas que dit l'islam. C'est l'islam, c'est pas une voix. L'islam, c'est nous tous. On va le laisser terminer, je vous donne la parole. Non, parce que moi, je tiens à faire le point là-dessus, parce que... Mais vous ferez le point sur ce que vous voulez, parce qu'il y a le fiqh, il y a le Coran, il y a le fiqh, et dans le fiqh, ce sont des personnes.
des juristes qui ont donné des interprétations, etc. Donc il n'y a pas un point de vue de l'islam. Eh bien, vous défendrez le vôtre. Non, et je n'aime pas, parce que moi, à ce moment-là, il y en a un qui parle au nom de l'islam et nous, on parle au nom de quoi? De la judaïté. Mais vous parlez au nom de ce que vous voulez. Du christianisme. Mais vous prenez le On prisme parle dans qui vous notre parle. société avec je suis désolée, il ne faut pas demander quelle est la position de l'islam. C'est pas l'islam. Quelle est la position? Est-ce que le Coran a cité ça? Est-ce que le fiqh? Qu'en était-il à l'époque on peut parler comme ça, mais de dire quelle est la position de l'islam, moi je ne me sens pas bien dans cette discussion. Je suis désolée. Très bien, on le laisse finir. Mohamed Talal Lahlou. Ok, donc il faut juste ne pas me faire dire ce que j'ai dit, et si possible, enfin, juste laissez-moi dérouler au moins le raisonnement, comme ça vous voyez un petit peu la logique. Soyez modeste, monsieur Koulchi. C'est la troisième fois que vous m'interrompez, je pense que pour l'instant je suis... plus, mais s'il vous plaît, vous aussi, ne vous posez pas en... Non, c'est pas comme ça, on est égaux, chacun a son point de vue et se respecte, mais on n'a pas besoin d'interpeller tout le monde. Alors, quand on est pubère, on a des envies. D'accord? Donc ça, ça c'est une évidence. L'un des biais, l'une des idées reçues qu'on a dans cette table, c'est que la société évolue au niveau des droits, mais elle n'évolue pas au niveau... elle évolue aussi au niveau biologique. Aujourd'hui, on peut se marier et ne pas faire d'enfants. Deuxième biais dans lequel on tombe dans cette discussion, c'est que mariage égale déscolarisation. C'est pas parce que culturellement ça se passe ou qu'on l'observe dans une région donnée que c'est le cas partout. On a beaucoup de gens qui sont mariés, qui se sont mariés, qui ont continué leurs études et qui ont des masters et des doctorats, qui sont de brillants cadres aujourd'hui. Donc, mariage égale déscolarisation, ça c'est un phénomène local, peut-être sociologique, mais pas du tout conséquentiel de manière absolue. Et quand on dit que on a un problème avec le mariage avant 18 ans, je suis désolé, je suis quand même en droit de poser la question suivante. D'un point de vue logique et rationnel, sociologique et même anthropologique, si vous voulez, qu'est-ce qui différencie la fille qui a 17 ans et 11 mois et la fille, pas la fille, excusez-moi. Vous voyez comment le langage, Wittgenstein, comment le langage influence la pensée. Qu'est-ce qui différencie la femme de 17 ans et 11 mois et la femme qui a 18 ans et 1 mois d'un point de vue? Parce que si on commence à s'amuser à voir qu'est-ce qui fait le développement de la personne, effectivement, à 13 ans, 14 ans, la colonne vertébrale est encore en croissance. Parfois, pas toujours. Mais si on s'amuse à vouloir déterminer une limite biologique, alors les connexions synaptiques de notre cerveau ne se terminent que vers l'âge de 30 ans. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est à l'âge de 30 ans qu'on est parfaitement lucide et mature pour pouvoir faire un choix de vie? D'accord? Donc, moi, ce que je dénonce ici, ce n'est pas le fait que... Moi, je n'encourage pas tout le monde à aller se marier à la puberté. Quoique, si on arrivait à mettre en place un cadre où on pourrait avoir des relations licites et sortir de cadre du illicite qui pose des problèmes de maladie, qui pose des problèmes de société, qui pose des problèmes d'honneur, qui pose des problèmes d'avortement, qui pose énormément de problèmes. Et donc parce que dans les pays européens, c'est comme ça, on a un âge de majorité sexuelle, vous pouvez avoir des relations sexuelles. En Angleterre, on a 12% des Anglaises qui ont eu des relations avant 12 ans. Zina. Donc, 12% des Anglaises, vous imaginez, dans ces 12%, prenons juste 10% qui ont un problème de santé ou d'accouchement. Qu'est-ce qu'on fait? Aucun droit. Aucune protection de la filiation. Les enfants ne sont pas protégés. La femme n'est pas protégée. L'homme n'est pas protégé. Les parents ne sont pas protégés. Alors que là, on offre un cadre légal. Donc, au lieu de vouloir imiter les choses néfastes de l'Occident et laisser les choses positives, prenons notre cadre qui est un cadre islamique qui est complet et qui offre des protections dans ce cas. Qu'est-ce qu'il nous dit le cadre islamique? Al-urf huwa al-muhaddid. Et deuxièmement, donc on ne peut plus parler de fillettes et d'enfants ou de mineurs pour une personne pubère. Il faut juste si on arrive à parler des mêmes concepts, on pourra développer un débat. Si on parle dans une posture émotive, idéologique, etc., on ne pourra pas avoir de débat. Khadija Abrani, vous voulez réagir, avocate